Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour aujourd'hui avec le professeur Michael Hudson, un excellent économiste et un auteur prolifique, pour discuter de cet accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, et pour savoir si cela signifie ou non une subordination accrue de l'Union européenne. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci. Ravi d'être de retour, Glenn. Eh bien, l'un des objectifs clés de l'Union européenne, pour justifier son existence, est d'utiliser le pouvoir de négociation collectif des 27 États membres afin d'obtenir des accords commerciaux plus favorables. Une motivation essentielle a également été de rétablir une certaine symétrie dans la relation entre les États-Unis et l'Europe en tant que deux partenaires égaux et les deux piliers de l'Occident politique. Encore une fois, telles ont été les ambitions, mais elles n'ont jamais vraiment été atteintes. Pourtant, dans l'accord récent entre l'UE et les États-Unis, nous avons vu que von der Leyen a en réalité complètement capitulé. C'est-à-dire que les États-Unis ont tout obtenu et l'UE n'a rien eu. La réunion a même eu lieu sur le terrain de golf de Trump. Cela s'est également produit peu de temps après que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a qualifié Trump de papa. Cela ressemblait presque à un effort délibéré pour afficher la relation entre maître et vassal. D'ailleurs, le Premier ministre français a même qualifié cela de journée sombre pour l'Europe et de soumission aux États-Unis. J'allais vous demander, d'un point de vue économique, comment interprétez-vous cet accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne? Eh bien, tout d'abord, le contexte politique de l'accord. Vous avez dit que ce sont les États membres qui négociaient. Ce n'étaient pas les États membres. C'était une seule personne, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Une seule personne. Et son principal objectif est de mener la nouvelle guerre froide contre la Russie. Et le New York Times, aux États-Unis, qui est le porte-parole de droite de l'État profond, des intérêts néoconservateurs, a résumé la situation en disant que alors que vous dites et que presque tous les autres journaux disent « oui, c'était un cadeau, c'était à sens unique », le New York Times cite Maroš Šefčovič, si je prononce bien son nom, le commissaire européen au commerce, qui a déclaré lundi à Bruxelles « il ne s'agit pas de commerce ». Il s'agit de la volatilité géopolitique. En d'autres termes, il s'agit essentiellement de se battre contre la Russie. Et von der Leyen, de la Commission européenne, a déclaré que ce que cela signifiait réellement, c'était d'enfermer les États-Unis et l'Europe dans une nouvelle guerre froide contre la Russie. Tout cela fait partie, en gros, c'est l'équivalent de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Sauf que dans ce cas, c'est l'Europe qui se bat jusqu'à la dernière parcelle de rentabilité pour ce qu'elle fait. On pourrait voir cela comme l'ukrainisation de l'Europe. Trump a dit à l'Europe, battez-vous avec la Russie. L'Amérique ne paiera pas pour cela. En gros, c'est l'Europe qui va payer, et elle le fera principalement en achetant des biens et des produits américains. Et je suis désolé, j'ai eu des problèmes de micro. Et le problème, c'est que les pays de l'UE ont subordonné leurs intérêts économiques, ceux de leur industrie, ainsi que les intérêts des électeurs, à ne pas s'impliquer dans la guerre en Ukraine, en subordonnant tout cela à une Commission européenne très à droite, qu'on peut considérer comme une branche de l'OTAN. Et il s'agit en réalité d'un accord de l'OTAN plutôt que d'un accord de l'ensemble des pays européens. Donc, vu depuis l'Amérique, je ne sais pas dans quelle mesure d'autres pays européens pourraient essayer de bloquer l'accord. Je pense que s'il y a une majorité, cela engage tout le monde. C'est terrible. Mais il y a aussi la question de savoir si von der Leyen agissait vraiment toute seule. A-t-elle tenté de négocier, ne serait-ce qu'un peu? L'Europe disposait d'une panoplie entière de réponses supposées qu'elle devait utiliser
au cas où elle rejetterait l'accord de Trump et que Trump imposerait les droits de douane. L'Europe allait commencer à soumettre les entreprises Internet américaines et d'autres sociétés à l'impôt minimum mondial. Elle allait bloquer les exportations américaines vers l'Europe. Elle allait essentiellement réorienter son commerce vers la Russie, vraisemblablement pour obtenir son gaz de la Russie plutôt que des États-Unis. Elle n'était obligée de rien de tout cela, mais elle s'est simplement rendue. Et la question est, pourquoi? Je pense qu'en partie, c'est simplement la logique selon laquelle les Allemands ne sont pas connus pour leur sens de la négociation. J'avais des amis allemands, des docteurs, des professeurs, qui allaient se rendre à Marrakech. Ils voulaient acheter des cadeaux et des vêtements dans le marché de Marrakech. Toute l'idée des marchés arabes repose sur une stratégie très proche de celle de Donald Trump. Ils fixent un prix ridiculement élevé pour le client. Pour les Arabes dans les étals, c'est un jeu, et ils prennent plaisir à ce jeu. Leur manière de jouer consiste à fixer un prix très élevé, simplement pour amener le client à réfléchir en termes de grande échelle. Et que se passe-t-il ensuite? Ils s'attendent à ce que le client marchande à la baisse. Mais les Allemands, eux, n'ont pas du tout négocié à la baisse. Ils ne savaient pas qu'ils étaient censés dire « non, c'est un prix ridicule », puis proposer peut-être un dixième du prix. Ensuite, ils essayent de dire « eh bien, nous avons d'autres options ». Il y a le discours habituel « quelqu'un d'autre le vend moins cher, je ne peux pas payer plus que vous, regardez, ils sont là-bas ». Il y a tout un jeu de négociation. Ce qu'on m'a dit, c'est que beaucoup d'États arabes s'attendent à ce que les Européens aient le sentiment d'une victoire s'ils parviennent à faire baisser le prix à la moitié du prix ridicule demandé. Et en réalité, ils étaient prêts à descendre jusqu'à peut-être 20% de ce qu'ils avaient demandé. Mais l'idée, c'est qu'il faut donner à l'acheteur l'impression qu'il a vraiment fait une bonne affaire, qu'il a réussi à faire baisser le prix par rapport au prix demandé. Ils pensent qu'ils vous ont fait descendre à une fraction seulement du prix affiché, alors qu'en réalité, c'était encore bien au-dessus de ce que le vendeur aurait accepté. Eh bien, c'est essentiellement ce que fait Trump. Il fixe un prix ridiculement élevé. Vous avez peut-être remarqué il y a quelques jours, plus tôt dans la semaine, que Trump a dit « Je donne au président Poutine 15 jours pour instaurer un cessez-le-feu en Ukraine afin que les Allemands et les Français puissent tous réarmer l'Ukraine, renforcer leur position et leur donner des missiles pour tirer contre la Russie. » La Russie doit accepter mon accord. Eh bien, la Russie a tout simplement ignoré la question, et de toute évidence, elle n'a aucune intention de se soumettre à Trump. Ils suivent simplement leur propre voie. Von der Leyen s'est rendue. Il n'y a vraiment eu, à ma connaissance, pratiquement aucune tentative de négociation. Et Trump avait d'abord parlé d'un tarif de 30% sur les produits européens. Il a réussi à le ramener à un tarif de 15% sur les produits européens. Et donc von der Leyen agit comme si elle disait « Regardez, j'ai réussi à réduire de moitié le tarif ». Nous sommes donc de retour sur le marché arabe des négociations à la Trump. Et le fait est que l'Amérique a obtenu que l'Europe n'impose aucun tarif sur les importations américaines. On est arrivé à zéro. L'Europe aurait pu obtenir un bien meilleur accord dans n'importe quelle négociation, simplement en disant « Voulez-vous vraiment nous forcer à nous tourner vers la Russie ?» Si vous fermez vraiment le marché américain pour nous, ce que vous menacez de faire avec vos droits de douane de 30% et toutes les exigences particulières que vous imposez, que nous dépensions 750 milliards de dollars pour acheter des produits américains et que nous relocalisions notre industrie aux États-Unis en y investissant, si le prix à payer est de nous pousser vers la dépression,
Si le prix est d'augmenter nos dépenses militaires de 2% à 5% du PIB, ces 3% supplémentaires, toute la croissance du PIB, seront consacrés à soutenir les coûts militaires américains pour mener la guerre froide contre la Russie. L'Europe est-elle vraiment prête à sacrifier toute sa croissance qui n'atteint même plus 3% de nos jours? Elle est déjà étouffée à peut-être 1,5%, avec l'Allemagne affichant une croissance négative, et elle sacrifie déjà. L'Europe aurait pu dire, eh bien, ce que vous faites en fermant le marché américain nous force vraiment à revenir aux accords d'avant 2022. Lorsque le conflit russo-ukrainien de 2022 a éclaté, nous avons dû repenser cela. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'acheter votre gaz et votre gaz naturel liquéfié à prix élevé si nous ne pouvons pas non plus gagner les dollars nécessaires pour acheter ce gaz. Nous ne pouvons gagner assez que pour acheter auprès de la Russie. Eh bien, rien de tout cela n'a été envisagé. Ils n'ont pas appelé son bluff. Et c'est ça qui est étonnant. Trump a dit, « Au lieu de négocier mes droits de douane avec le monde entier lors d'une grande conférence tarifaire à travers l'Organisation mondiale du commerce, je vais procéder pays par pays. Je vais tout rendre bilatéral et nous allons travailler avec chaque pays. » De cette façon, il peut satisfaire son plaisir psychologique de se battre avec d'autres pays. Il adore se battre. Pour Trump, toute l'idée de la présidence est de lui donner l'occasion d'entrer dans un combat après l'autre, en essayant d'être le gagnant à chaque fois. Et cela signifie faire des autres pays les perdants, et non parvenir à un gain mutuel. Eh bien, l'Allemagne aurait pu faire cela, mais ce n'est pas ce que veut von der Leyen. C'est peut-être ce que souhaitent certaines industries allemandes. C'est peut-être ce que souhaitent les industries françaises. C'est certainement ce que veulent de nombreux électeurs en Europe. Mais von der Leyen voulait sécuriser cette nouvelle guerre froide contre l'Allemagne. Et comme je l'ai dit, lorsque Trump a dit « battez-vous, vous et la Russie », c'est exactement ce que von der Leyen voulait faire. Donc il ne s'agit vraiment pas d'un accord de toute l'Europe. Il n'y avait aucun groupe d'industriels européens, ni de politiciens européens. Seulement le Parlement européen et l'Union européenne. Ce n'est donc pas une décision démocratique, et ce n'est pas une décision prise sur la base de l'intérêt économique propre, ou même de ce qu'un processus de négociation normal aurait pu permettre d'accomplir. Von der Leyen et les Européens en général ont pris les exigences ridicules de Trump envers l'Europe comme si c'était à prendre ou à laisser, et non pas « eh bien, négocions à la baisse et adoptons une position ferme ». Définissons vraiment quelle pourrait être l'alternative de la politique européenne si nous devions avancer seuls, sans les États-Unis. Et si l'Europe devait se débrouiller seule sans les États-Unis, elle devrait se réorienter vers cette partie du monde, l'Asie de l'Est, la Russie et l'Asie de l'Est, qui est en croissance, au lieu de lier ses relations économiques à... Oui, elle a le marché américain, mais le marché américain est en réalité en déclin. Le marché américain ne croît pas, sauf pour les produits de l'industrie militaro-industrielle. Le marché de consommation américain se contracte parce que les consommateurs sont déjà tellement endettés qu'ils font défaut sur leurs prêts automobiles, leurs prêts hypothécaires, leurs crédits bancaires. C'est à cette économie que l'Europe est liée par le destin. Et je pense que c'est très autodestructeur. Mais lorsque vous dites que Ludovic Komelev aurait pu avoir un certain levier dans ces négociations, en menaçant de retourner sur le marché russe, si le marché américain lui était fermé, elle aurait aussi pu menacer de se rapprocher davantage du marché chinois. Et en effet, c'est ce que font de nombreuses puissances de taille moyenne aujourd'hui. Elles diversifient leurs liens économiques afin de ne pas donner trop de pouvoir de négociation à l'État dominant.
C'est d'ailleurs souvent reconnu comme l'opportunité offerte par un monde multipolaire. L'Amérique n'est plus la seule option. Elle ne dispose donc plus du même levier. C'est pour cela que les pays diversifient. Et encore une fois, la règle clé en géoéconomie est que tous les pays cherchent à manipuler l'asymétrie de l'interdépendance. Autrement dit, vous voulez que les autres soient plus dépendants de vous, et vous diversifiez pour être moins dépendant des autres. Et c'est ainsi que l'on extrait le pouvoir politique. Voilà pourquoi il est si important de diversifier ces liens, diversifier la connectivité économique. Mais on constate que les Européens ont en quelque sorte sapé leur propre position en se coupant de la Russie et de plus en plus de la Chine. Et lorsque les Américains ont réimposé des sanctions à l'Iran, les Européens ont suivi. Le principal problème, c'est que les Européens semblent se couper des autres centres de pouvoir. Et l'hypothèse a été que si l'on donne la priorité à l'Amérique en tout, si l'on montre notre loyauté ou notre obéissance, alors nous serons récompensés. L'Amérique nous considérera alors comme un véritable ami, car telle est la mentalité. Ce n'est pas une question d'intérêt, mais d'amitié. Le problème, c'est que lorsque vous vous coupez de tous les centres de pouvoir et que vous ne vous reliez qu'aux États-Unis, vous n'avez plus aucune carte à jouer. Vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas dire que nous allons nous tourner vers les Russes, alors que les Européens écument de rage chaque fois qu'ils parlent de la Russie. Je veux dire, ils se sont eux-mêmes affaiblis et ont empiré la situation. Je pense que lorsqu'on est en guerre, comme c'est le cas actuellement contre la Russie, on devient très dépendant des garanties ou des assurances de sécurité des États-Unis. Les États-Unis, encore une fois, sur le plan géoéconomique, veulent transformer cette dépendance sécuritaire en fidélité politique et économique. Et l'Amérique en profite aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, et comme le confirme également le commissaire au commerce de l'UE-Comedal, il ne s'agit pas seulement d'économie. Nous signons des accords commerciaux désastreux pour que l'Amérique reste en Europe et, idéalement, poursuive cette guerre contre la Russie. Est-ce aussi devenu une guerre jusqu'au dernier euro? Mais cette idée de sécurité avec les États-Unis est une illusion, Glenn. Le président Poutine a déjà déclaré que si l'Allemagne envoyait ses missiles en Ukraine, des missiles longue portée, capables d'atteindre Moscou, ou encore plus facilement Saint-Pétersbourg, ou d'autres territoires russes, la Russie riposterait non seulement contre l'Ukraine, mais aussi parce qu'il considère qu'il s'agit d'une guerre avec l'Europe. L'Ukraine n'est qu'un champ de bataille dans ce conflit. Nous nous en prendrons au pays qui fournit les missiles. Nous bombarderons l'Allemagne. Et si c'est un missile anglais ou britannique, nous bombarderons la Grande-Bretagne. Nous bombarderons la France. Les États-Unis n'iront pas en guerre contre la Russie et ne risqueront pas une guerre atomique si la Russie bombarde l'Allemagne. Cela n'arrivera que si la Russie bombarde les forces américaines ou les États-Unis eux-mêmes. Je ne sais même pas ce que feraient les États-Unis si la Russie bombardait une base de l'armée américaine en Allemagne. Mais la Russie, sans utiliser de bombes atomiques, peut déjà utiliser ses missiles pour détruire les principales bases militaires et les producteurs d'armes en Allemagne. Elle peut faire à l'Allemagne ce qu'elle a fait à l'Ukraine. Les États-Unis ne feraient rien. Et je crois que Trump a déjà dit, qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Il s'est dissocié. À Washington, il y a une expression parmi les politiciens, « Si vous voulez un ami à Washington, prenez un chien ». La diplomatie internationale ne concerne pas l'amitié entre nations. Je sais que la Russie a suivi cette politique. L'Union soviétique l'a fait pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est presque ruinée en construisant le barrage d'Assouan en Égypte. Elle a dépensé une somme énorme en pensant que cela achèterait une amitié, mais elle n'a pas du tout obtenu le contrôle de l'Égypte.
Elle pensait qu'elle obtenait une amitié avec Israël parce que tant de Juifs russes ont émigré en Israël. Cela n'a servi à rien. Les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts. Donc, l'idée d'amitié signifie en réalité, s'agit-il d'un engagement de traité militaire? Eh bien, l'OTAN n'est pas vraiment un traité engageant les États-Unis à soutenir l'Europe si l'Europe ou l'Allemagne seule fournit des missiles pour attaquer la Russie et que la Russie riposte. Ce n'est pas une action défensive. L'Allemagne serait l'agresseur. Il est très important de comprendre que Merz en Allemagne et von der Leyen à la Commission européenne veulent que l'Allemagne se batte spécifiquement contre la Russie. Et le coût, je crois que le président Poutine l'a déjà dit. Ils ont essayé cela pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont essayé cela pendant la Première Guerre mondiale. Regardez ce qui leur est arrivé. Veulent-ils vraiment que cela se reproduise? Eh bien, cela a immédiatement conduit la presse européenne à inventer une histoire de couverture absolument ridicule. Et je n'arrive pas à croire que les électeurs européens prennent cela au sérieux. Les néoconservateurs pro-guerre en Europe disent que la Russie pourrait nous envahir à nouveau. Nous devons nous défendre contre une invasion russe. Une invasion de l'Europe nécessiterait 20 millions d'hommes, dont peut-être 10 millions mourraient. Il n'existe aucun scénario concevable dans lequel le président Poutine ferait cela. Aucun dirigeant d'un pays soutenu par sa population ne peut mener une guerre terrestre contre un autre pays dans le monde d'aujourd'hui. Les guerres ne se font plus par des infanteries qui envahissent, c'est dépassé depuis 75 ans. Les guerres se font par des bombardements. C'est le seul type de guerre qu'un pays démocratique peut se permettre, car aucun pays ne sera capable d'imposer une conscription militaire. L'Allemagne essaie de recruter une armée, mais il ne s'agit pas d'une conscription. On verrait ce qui s'est passé en Europe, exactement ce qui s'est produit en Amérique pendant la guerre du Vietnam. Les étudiants ont protesté contre la guerre parce qu'ils ne voulaient pas être enrôlés de force et mourir au Vietnam. Je ne pense pas qu'aucune population européenne accepterait une conscription militaire pour une guerre totalement inutile. Il n'y a aucune raison économique ou politique d'attaquer la Russie. Si ce n'est le fait que von der Leyen, et pour être France, le mouvement nazi allemand renaissant, veulent démanteler la Russie en collaboration avec les États-Unis, pour faire à la Russie ce que les néoconservateurs américains ont fait à l'Union soviétique dans les années 1990. Pour la diviser en plusieurs parties, pour privatiser son industrie et ses ressources naturelles, son gaz, son pétrole, son nickel. Une fois de plus, mais cette fois avec une participation allemande, française et européenne plus importante qu'au cours des années 90. C'est un rêve irréalisable, et il n'y a aucune chance que la Russie se laisse morceler selon le scénario que les États-Unis ont remis à l'Europe, en disant « Eh bien, nous pouvons tous démanteler la Russie. Nous pouvons, une fois de plus, permettre à l'Europe occidentale de conquérir la Russie, comme nous essayons de le faire depuis les croisades, en avançant vers l'Est. » L'Amérique mise sur ce dernier espoir d'une confrontation militaire avec la Russie et, comme vous venez de le dire, avec la Chine. Ce qui a couronné toute cette discussion, c'est lorsque von der Leyen est intervenue et a déclaré « Eh bien, la seule chose, dimanche lors de la réunion, la dernière chose qu'elle a dite, eh bien, ce sur quoi nous nous sommes finalement mis d'accord, c'est la stabilité et la fiabilité. C'est insensé, car il n'y a aucune stabilité dans un quelconque accord conclu par le président Trump. Il peut modifier les accords, et il le fait à sa guise. Supposons que l'Allemagne ou l'Europe commence maintenant à importer davantage de véhicules électriques chinois et de voitures chinoises, et commence à commercer avec la Chine. Supposons même qu'elle commence à exporter des équipements de gravure de puces depuis les Pays-Bas.
equipment from Holland. Well, Eh bien, Trump peut dire, eh bien, vous avez violé l'accord, une partie de l'accord que nous avons conclu. Ce n'est peut-être pas écrit noir sur blanc, mais la Russie, l'Union européenne devait se joindre à notre lutte non seulement contre la Russie, mais l'OTAN n'est plus une organisation atlantique. C'est une organisation pacifique. Le grand combat pour l'Europe va se jouer dans le détroit de Taïwan, entre la Chine et Taïwan. Mais pourquoi l'Europe aurait-elle le moindre intérêt à essayer de lutter contre l'équivalent de Hong Kong pour empêcher la symbiose entre Taïwan et la Chine qui s'est développée grâce aux investissements mutuels au cours des dernières décennies? C'est une pure fantaisie. Comment les électeurs et les médias européens pourraient-ils être convaincus qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, lutter contre l'énorme croissance du marché chinois, de la technologie chinoise et du sous-tarifage chinois, cette capacité à produire à des coûts bien moindres que l'économie américaine? Comment pourraient-ils croire que l'OTAN devrait s'impliquer dans un conflit entre la Chine et Taïwan, sans même parler de la Russie? Cela n'a absolument aucun sens d'un point de vue matérialiste. Et je ne comprends pas pourquoi il doit bien y avoir des politiciens européens qui ont réussi à accéder au pouvoir sans la bénédiction et la promotion des États-Unis, de leurs organisations non gouvernementales, de leurs subventions et de leur corruption pure et simple. Eh bien, j'imagine que ce que l'on observe déjà, c'est une réaction nationaliste contre tout cela. S'il y a une réaction nationaliste, mais pas encore d'élection, nous sommes dans une sorte d'entre-deux entre les gouvernements actuels en place. Macron en France, sera-t-il évincé? Son parti sera-t-il battu par la droite lors de la prochaine élection? Même chose en Allemagne. L'Alternative für Deutschland et d'autres partis vont-ils prendre le pouvoir? Même chose en Angleterre. Nous sommes dans un état d'interrègne où les gouvernements en place et la subordination des gouvernements nationaux à une seule personne dans l'Union européenne. Von der Leyen, avec son passé nazi, ses penchants bellicistes et son désir de conflit militaire avec la Russie, ainsi que Merz en Allemagne, sont d'une certaine manière responsables d'engager l'Europe dans une politique qui n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, qui n'est pas soutenue par la majorité des électeurs, et qui conduit à des bouleversements politiques. L'une des conséquences de tout cela pourrait vraiment être, est-ce la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Cet accord avec Trump est-il le levier qui a finalement poussé l'Union européenne telle qu'elle est structurée aujourd'hui, subordonnant ses intérêts à l'OTAN, au département de la défense des États-Unis, au département d'État américain et aux néoconservateurs bellicistes, à se demander si c'est vraiment la voie que les pays européens veulent ou sont prêts à suivre? Que peut faire l'Europe? Dites-le moi, puisque vous êtes en Europe. Que peut faire l'Europe pour éviter ce destin? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire que cette idée selon laquelle on aurait des alliés permanents, je pense que le langage fait partie du problème, car nous continuons à parler d'alliés et d'amis en supposant que les intérêts sont identiques. Et j'imagine qu'un élément clé du problème, c'est que de nos jours, tous les intérêts sont présentés comme des valeurs, ce qui occulte en quelque sorte les différents intérêts des États. Ainsi, en subordonnant complètement la politique étrangère aux États-Unis, on suppose que nous serons toujours dans le même camp, que nous avons les mêmes intérêts. Je pense qu'une partie de cela est un héritage, encore une fois, de la Seconde Guerre mondiale, car dans le monde bipolaire de la guerre froide, tout était soit nous, soit eux. Les intérêts étaient donc plus alignés, simplement parce qu'il n'y avait que deux pôles. Et sous l'ordre unipolaire, je pense que l'objectif de poursuivre une hégémonie collective alignait également les intérêts.
Mais je ne pense pas que les Européens soient préparés à ou comprennent ce qu'implique une répartition multipolaire du pouvoir, car les intérêts seront désormais beaucoup plus diversifiés. Et les États-Unis ne se concentreront pas sur l'Europe. Les Européens ne peuvent disposer d'un certain pouvoir de négociation avec les États-Unis que s'ils ont aussi des alternatives, afin de ne pas être obligés d'accepter tout ce qui leur est proposé. Cela me rappelle le Premier ministre britannique, Lord Palmerston, qui disait que nous n'avons pas d'alliés permanents, pas d'ennemis permanents, seulement des intérêts permanents. Et je pense que c'est une vérité qui a été dissimulée par les systèmes d'alliances que nous avons eus après la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela est en train de s'effondrer. Je pense que les Européens doivent réapprendre à parler le langage des intérêts et à trouver comment harmoniser ces intérêts, car tout cela est simplement passé sous silence. Mais la réalité, c'est que, pour les Européens aujourd'hui, il est dans leur intérêt de mettre fin à la guerre en Ukraine, car si la guerre prend fin, il n'y aura plus cette énorme dépendance sécuritaire dont les États-Unis peuvent se servir pour imposer des accords commerciaux défavorables. Nous aurions alors aussi la possibilité de diversifier davantage notre commerce. Mais rien de tout cela n'est fait. Donc si vous dites, encore une fois, que notre intérêt, l'intérêt national, surtout pour l'Allemagne, est de rapprocher son économie de la Russie, vous n'avez pas le droit de le dire parce que vous êtes alors pro-russe. Vous savez, ce n'est pas pro-allemand, c'est pro-russe. C'est donc une façon très simpliste et propagandiste de voir le monde. Et je pense que les Indiens s'inquiètent aussi de pouvoir suivre cette voie, car Trump va maintenant punir l'Inde. Si l'Inde commerce avec l'Iran, elle est punie. Elle commerce avec la Russie, elle est punie. Et bien sûr, il en sera de même si elle commerce avec la Chine. Donc la logique, c'est que si vous ne voulez pas être puni par l'Amérique, vous devez vous couper de tous ces autres centres de pouvoir. Mais au final, ils ne seront pas récompensés pour cela. Non, ils n'auront qu'un seul partenaire, les États-Unis. Les États-Unis détiendront tous les atouts et pourront obtenir des Indiens tous les accords commerciaux ou concessions politiques qu'ils souhaitent. Ainsi, ils deviendront subordonnés comme les Européens. C'est pourquoi il est important de ne pas tomber dans ce piège, mais il semble que les Européens l'aient fait. C'est très décevant à observer, car le point de départ n'est jamais « qu'est-ce qui est bon pour l'Allemagne? Qu'est-ce qui est bon pour la France ?» C'est toujours « êtes-vous pro-russe ou contre la Russie ?» Et il n'est pas permis d'être pro-russe. Donc il n'y a pas de débat, je pense. Mais comme vous l'avez dit, lorsque l'on ne poursuit pas l'intérêt national, une forte opposition commence à émerger. Et je pense que les efforts pour marginaliser l'opposition ne peuvent durer qu'un temps, avant que la stabilité politique ne commence à. Eh bien, cet alignement d'intérêts n'a rien à voir avec le type de monde que les États-Unis disaient vouloir instaurer en 1945. Il était censé y avoir une égalité entre les nations, et l'idée était qu'il existait réellement une convergence d'intérêts entre les États-Unis et les autres. Ce que Trump a dit, c'est exactement le contraire. Il a affirmé qu'en matière d'intérêts, dans toute négociation qu'il mène avec un autre pays, l'Amérique doit gagner. Il y a des gagnants et des perdants. Pour Trump, c'est un jeu à somme nulle. Et il dit, nous allons gagner dans chaque accord. Il présente chaque accord qu'il conclut, que ce soit avec l'Angleterre, avec l'Europe, avec Israël ou avec d'autres pays, comme un accord où l'Amérique a gagné et est sortie victorieuse. C'est ainsi qu'il conçoit la diplomatie, comme un affrontement entre ceux qui vont gagner et ceux qui vont perdre, et il agit en tyran. Ce ne sont pas les règles auxquelles l'Europe pensait adhérer en 1945. Et en 1945, ces règles étaient très centrées sur les États-Unis, dans le sens où l'Europe devait ouvrir ses marchés aux produits américains. Elle ne pouvait pas protéger son industrie
pour la reconstruire. La répétition générale des accords que les États-Unis ont conclus avec l'Europe en 1945 a d'abord eu lieu avec la Grande-Bretagne. L'Amérique a négocié tout l'avenir avec la Grande-Bretagne à travers le prêt britannique, avec le prêt du FMI. Elle a amené la Grande-Bretagne à accepter cette structure du commerce et de l'investissement mondiaux. Et une fois ce contrôle obtenu sur la Grande-Bretagne, elle a ensuite présenté à l'Europe continentale un fait accompli. Elle a dit « D'accord, la Grande-Bretagne l'a fait, voilà la situation ». Et l'Europe a suivi. Eh bien, avançons jusqu'au dernier mois. Le premier accord commercial que le président Trump a conclu a été avec la Grande-Bretagne. President Trump made was with Britain, and it called for 10% tariff. Et il a été question d'un tarif douanier de 10% sur les produits britanniques. Eh bien, cela a été un choc. Si vous relisez la presse européenne de l'époque, il disait « Eh bien, nous pouvons certainement obtenir un accord bien meilleur que celui que l'Amérique a conclu avec la Grande-Bretagne. » La Grande-Bretagne cède toujours aux exigences des États-Unis. Mais nous sommes l'Europe. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la même chose que l'Angleterre. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'accord que Trump a conclu avec l'Union européenne, ou plutôt avec Madame von der Leyen, qui la représente, est bien pire que celui qu'il a conclu avec la Grande-Bretagne. Les droits de douane sur les produits européens étaient de 2,5%. Ils ont été multipliés par 6, soit une augmentation de 600% des taux de droits de douane. C'est un saut quantique gigantesque. Le volume des exportations américaines vers l'Europe que l'Europe a accepté d'importer est 4 fois supérieur à celui des exportations actuelles de gaz naturel. Personne ne parvient à comprendre, en faisant les calculs, comment l'Europe peut se permettre de dépenser autant d'argent pour importer davantage de gaz naturel. Il n'y a même pas la capacité portuaire nécessaire pour cela. Comment diable peut-elle faire tout cela? En ce qui concerne les investissements européens aux États-Unis, que va-t-il se passer? L'industrie automobile allemande va-t-elle délocaliser sa production, quitter l'Allemagne et installer des filiales aux États-Unis? Ce n'est pas possible, car si l'Europe continentale, le Japon ou tout autre pays se relocalise aux États-Unis, ils seront soumis aux tarifs américains de 50% sur l'aluminium, l'acier et d'autres produits. Cela va rendre l'industrie américaine extrêmement coûteuse. Hier déjà, les prix de l'acier ont commencé à augmenter aux États-Unis à cause des droits de douane sur l'acier. Les politiques de Trump ont rendu l'industrie américaine encore moins compétitive par rapport à celle de l'Europe, de la Chine, du Japon et d'autres pays qu'elle ne l'était auparavant. Il n'y a donc aucune raison économique pour que des entreprises individuelles disent « D'accord, nous allons quitter l'Europe, nous allons réduire notre présence pour nous installer aux États-Unis. » S'il y a eu un quelconque mouvement de la part des constructeurs automobiles allemands ou de l'industrie française, c'est vers la Chine et l'Asie. C'est là que se trouve la croissance. C'est là que se trouve la technologie. C'est là que se trouvent les marchés. C'est là que l'augmentation des marchés a lieu. Pas aux États-Unis, où les marchés vont se contracter. Cela n'a tout simplement aucun sens. Et comme le dit Trump, nous allons faire baisser la valeur du taux de change du dollar américain en abaissant les taux d'intérêt qui sont déjà en baisse de 12% par rapport à l'euro. Cela signifie que les investisseurs européens, les sociétés mères européennes qui ont établi des filiales aux États-Unis, ont vu en euros leur investissement en capital perdre 12%. Cela dépasse largement tous les profits qu'ils auraient pu réaliser aux États-Unis. Et en réalité, les profits ne sont même pas réalisés ici à cause de la situation de l'économie américaine. Ainsi, toute la structure envisagée par les accords européens, ou la reddition, ou la capitulation, avec les États-Unis, est en pratique économiquement irréalisable. Et on pourrait penser que cela rendrait l'ensemble de ces accords politiquement intenables. Combien de temps
des arrangements politiques peuvent-ils être maintenus avec une telle difformité économique dans ces accords? Je ne vois pas comment cela peut être le cas. On peut constater l'effet du changement de règles par Trump avec ce qui s'est passé au Japon. Il y a quelques semaines, Trump a conclu un accord avec le Japon disant « D'accord, nous allons donner à vos exportateurs automobiles au moins un avantage sur les exportateurs européens, sinon sur les producteurs américains. Nous allons imposer un tarif de 15% sur les produits japonais, automobiles, ordinateurs, etc. Mais regardez, l'Europe, nous facturons à l'Europe 25 ou 30%. Donc vous allez avoir un avantage sur les automobiles européennes. Et les gens n'achèteront pas de Volkswagen, de BMW ou de Porsche, ils achèteront des voitures japonaises. Eh bien maintenant, avec l'accord qu'il vient de conclure, 15% de droits de douane sur l'Europe, le Japon n'a plus l'avantage qui lui avait été promis il y a seulement 2 semaines. Que va-t-il se passer au Japon? Tous ces accords internationaux, non seulement entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi entre les États-Unis et d'autres pays avec lesquels ils ont négocié, sont menacés par tout cela. Et tout est dans un état de flux. Il n'y a aucune stabilité. Pourtant, Mme von der Leyen vend cela aux Européens en disant « Maintenant, nous avons la stabilité et la fiabilité, et au moins nous connaissons le type de marché et d'environnement dans lequel nous opérons. » Eh bien, elle n'en a aucune idée. Personne n'en a la moindre idée, car c'est ainsi que Trump fonctionne. Donc, encore une fois, nous vivons en grande partie dans un monde de fantaisie. Combien de temps l'état actuel des choses peut-il durer sans s'effondrer? Monde imaginaire est le terme approprié. J'ai aussi réfléchi à la comparaison avec ceci. Les 5% que les Européens vont désormais dépenser pour des armes américaines, enfin, pour des armes, c'est l'accord dans le cadre de l'OTAN. Cela me rappelle la blague soviétique. Vous faites semblant de travailler, nous faisons semblant de vous payer. Parce qu'il y a une malhonnêteté des deux côtés. Les Européens, en réalité, ne vont pas vraiment payer 5%. Ils ne le peuvent pas. Ils n'en ont pas les moyens. Certains essaieront peut-être, mais la plupart vont simplement truquer les chiffres, inclure des projets d'infrastructure ou faire des promesses pour l'avenir qu'ils ne tiendront pas. Ainsi, ils peuvent faire semblant devant Trump d'augmenter leur contribution. Et Trump peut faire semblant devant le public américain que les Européens ne payent pas pour leur propre sécurité. Mais au final, cela donne ceci. Si les Européens paient pour leur propre sécurité, cela donne aux Américains une raison de réduire leur présence en Europe. Alors que les Européens pensent qu'en payant davantage pour leur sécurité, ils obtiendront la reconnaissance ou la gratitude de l'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis continueront de rester en Europe. Ils se mentent les uns aux autres et à eux-mêmes. Mais au final, cela aboutit à des résultats et des objectifs très différents. Sur la question de la militarisation et de son augmentation, une partie de cet accord portait également sur les investissements étrangers aux États-Unis et la promesse d'acheter davantage d'armes américaines. Maintenant, cet objectif allemand de devenir la plus grande puissance militaire d'Europe, un objectif insensé, soit dit en passant. Mais il ne s'agissait pas seulement de puissance militaire. Il voulait aussi que cela serve de moteur à l'industrialisation, un peu comme sous Hitler. Ce réarmement devait être un élément clé du développement de certaines industries stratégiques. Mais alors que l'Allemagne cherche à renouer avec ce keynésianisme militaire, une question se pose. Que se passe-t-il si les armes doivent être achetées aux Américains? Cela signifie-t-il que le rêve de construire de puissantes industries d'armement en Europe va en pâtir? Eh bien, vous avez parlé de manipuler les chiffres, et j'ai lu des rapports sur ce qu'ils comptent faire.
Une façon de truquer les comptes, c'est que les Européens disent « Eh bien, qu'est-ce que la sécurité nationale? Oui, nous avons accepté de dépenser 5% pour la sécurité nationale. Mais qu'est-ce que la sécurité nationale? Le réchauffement climatique est certainement une question de sécurité nationale. Donc nous allons inclure le budget du réchauffement climatique dedans. Mais si l'Europe se soucie du réchauffement climatique, qu'elle regarde ce que font les États-Unis. Les opérations militaires menées par les États-Unis contribuent autant au réchauffement climatique que si l'armée américaine était le 29e plus grand pays du monde en termes d'émissions, contribuant au réchauffement climatique. C'est le grand pollueur mondial. Trump a retiré l'Amérique de tous les accords sur le réchauffement climatique et il a aboli toutes les réglementations contre la pollution des centrales à charbon aux États-Unis. C'est le président anti-environnementaliste. Mais en ce qui concerne les dépenses pour l'armement militaire américain, ça ne fonctionne pas. Y a-t-il un débat dans la presse européenne sur le fait que la protection antimissile américaine en Ukraine ne fonctionne pas? Les missiles russes traversent la protection américaine. Ça ne marche pas. Les missiles Patriot ne protègent pas l'Ukraine contre les attaques russes. Les blogs militaires et les rapports militaires, non seulement de la Russie, mais aussi de l'Ukraine elle-même, disent qu'ils sont sans défense avec les armes américaines pour se battre. La stratégie repose encore sur les chars allemands, les chars américains. Les chars ont pour la plupart été détruits par des drones. Et dans la guerre d'aujourd'hui, où la nouvelle arme introduite est le drone, les drones détruisent les chars. Les chars ne sont plus la manière de mener une guerre militaire. Mais c'est pourtant à cela que sont censées servir les dépenses militaires. Des chars qui ne fonctionnent pas, des systèmes de protection antimissiles qui ne fonctionnent pas, des missiles patriotes qui ne fonctionnent pas. Quel est l'intérêt de dépenser de l'argent pour une défense militaire qui n'est pas capable de défendre le pays? Il se peut que l'Europe envoie effectivement un missile allemand à l'Ukraine pour l'utiliser contre la Russie. Et lorsque la Russie ripostera contre l'Allemagne, celle-ci n'aura aucun moyen de se protéger contre les missiles supersoniques russes qui peuvent traverser toutes les défenses que l'OTAN a installées là-bas. L'Europe n'est donc pas en position d'engager un combat avec la Russie. Ce serait comme Bambi contre Goliath, comme on dit aux États-Unis. Ce serait l'explosion. Les Européens ne comprennent-ils pas cela? Apparemment non. Eh bien, si vous parcourez les médias de n'importe quel journal allemand, scandinave, français ou britannique, vous constatez que le langage a été considérablement simplifié et appauvri. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une raison à cette légère crise politique. Et à mesure que les problèmes économiques s'accumulent, cela engendrera davantage de problèmes politiques. Car on ne peut vivre indéfiniment dans un monde de fantasmes avant que la réalité ne vous rattrape. Mais cela m'amène justement à ma dernière question. Dans quelle mesure pensez-vous que l'Union européenne pourra se maintenir sur cette voie actuelle? Je veux dire, cela semble comme si cela allait intensifier la désindustrialisation. Et une fois que l'UE montre vraiment qu'elle n'est pas capable d'apporter des avantages, mais qu'elle devient au contraire un fardeau, il faut se demander d'où von der Leyen tirera son pouvoir. Par exemple, lorsque les Allemands sont allés en Chine pour essayer de négocier de bons accords commerciaux, l'UE est arrivé. Et alors que les Allemands voulaient sécuriser ces accords, les bureaucrates de l'UE étaient là à proférer des menaces et à faire la leçon aux Chinois. Donc oui, il faut se demander, pensez-vous que l'UE survivra à cela? Je ne vois pas comment l'Union européenne, telle qu'elle est organisée actuellement, peut survivre. Elle a été conçue pour être liée à l'OTAN, pour s'engager auprès de l'OTAN.
Et donc, toute la politique de l'Union européenne et par conséquent son organisation économique ont toutes été dictées par l'OTAN. Et c'est vraiment la clé, cette subordination de l'Europe aux États-Unis. Je ne vois pas combien de temps l'Europe pourra subordonner les intérêts de ses entreprises industrielles, de son économie, de ses populations aux États-Unis, surtout lorsque les premières bombes commenceront à tomber sur l'Allemagne, lorsque la Russie bombardera les usines qui fabriquent les missiles, les chars ou d'autres armements allemands. Et l'Amérique dira, « Eh bien, vous savez, vous ne devriez vraiment pas faire ça. » Ils sont vraiment en colère contre monsieur Poutine pour faire cela. Mais c'est tout. Nous n'allons pas entrer en guerre avec la Russie pour cela. C'est l'Allemagne qui a largué la bombe, qui a tiré le missile. Je ne vois pas comment l'Europe peut survivre, surtout si elle regarde ce que font d'autres pays. Même le petit Canada s'est opposé aux États-Unis. Le Mexique s'est opposé aux États-Unis. Le Brésil s'est opposé aux États-Unis. L'Europe s'est soumise aux États-Unis plus que toute autre région du monde. Il doit bien y avoir une couverture médiatique sur la façon dont d'autres pays ont réussi à réorienter leur commerce. Le Brésil a dit, « Très bien, nous avons perdu le marché américain, nous allons nous adapter. » La Chine s'est adaptée. Elle n'importe plus de soja des États-Unis. Elle a drastiquement réduit ses échanges commerciaux avec les États-Unis et commerce désormais avec d'autres pays. C'est la même chose pour le Brésil. Le Mexique a décidé qu'il ne pouvait plus exporter ni commercer avec les États-Unis. Il réoriente donc son économie vers la Chine. La Chine investit dans la construction de nouveaux ports au Mexique. Ainsi, pour que nous puissions commencer à nous reconnecter là-bas, il n'y a plus la doctrine Monroe qui nous relie et nous subordonne aux États-Unis. Même chose au Canada. Il doit donc y avoir une certaine couverture médiatique en Europe sur la façon dont d'autres pays font face à l'intimidation de Trump et réalisent que les choses ne doivent pas nécessairement se passer comme von der Leyen l'a décrit. Eh bien, demain, le 1er août, la version écrite des réunions est censée être publiée. Jusqu'à présent, chaque négociation que Trump a menée avec d'autres pays a donné lieu à une version américaine des documents très différente de celle rédigée par ses homologues. Il semble y avoir un malentendu, ou alors ce que Trump a promis verbalement à ces pays ressemble beaucoup à ce que l'Amérique avait promis à Gorbatchev et à la Russie avant 1990. L'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. L'Amérique ne tient pas parole. Trump a fait ses milliards grâce à l'art de rompre les accords. C'est ainsi qu'il négocie. C'est ainsi que l'Amérique négocie depuis 250 ans, depuis l'indépendance, depuis les traités conclus avec les tribus amérindiennes pour leurs terres. Ça ne tient pas. C'est prêt à se briser. Donc, nous revoilà avec les touristes allemands à Marrakech. Il y a quelque chose qui les empêche de négocier dans l'esprit des brutes américaines. Je ne sais pas. Est-ce que vous expliquez cela en termes de caractère national, de psychologie, ou par le fait que l'Europe est réellement dirigée par des néo-nazis voulant une nouvelle guerre froide avec la Russie, comme l'ont dit Poutine et Lavrov? Ils ont déclaré que ce n'est pas l'Europe qui négocie. C'est l'ancien rêve du parti nazi. Et comme l'a dit Merz, cette fois, nous allons reconstruire la Wehrmacht. Et Poutine a répondu, « Eh bien, qu'est-il arrivé à la Wehrmacht la dernière fois? Est-ce vraiment ce que l'Europe va faire? » Oui, c'est le cas. Et c'est la ligne rouge. La ligne rouge pour la Russie. Ce sont des missiles allemands sur le champ de bataille ukrainien, ce qui signifie qu'il s'agit désormais d'une guerre de l'OTAN contre la Russie. Ce n'est plus l'Ukraine contre la Russie. Ce ne sont plus l'Union européenne, l'Allemagne, la France
et la Grande-Bretagne qui soutiennent l'Ukraine. C'est un affrontement contre la Russie. L'Ukraine n'est qu'un champ de bataille où se déroule ce combat entre l'OTAN et la Russie, avec la participation des États-Unis. Et Trump dit, eh bien, je ne vais plus être activement impliqué dans l'OTAN. Je me concentre sur l'affrontement avec la Chine, notre principal rival. C'est dans ce contexte réel que tout accord devrait être envisagé. Je pense que ce qui rend l'Europe unique, c'est le partenariat qu'elle a entretenu avec les États-Unis au cours des 80 dernières années. L'Europe n'a vraiment connu une certaine cohésion que sous la domination américaine, souvent qualifiée de pacificateur. Ainsi, si les États-Unis prennent la tête, les Britanniques, les Français et les Allemands ne se livrent pas à une compétition sécuritaire, ni même à une rivalité pour le leadership en Europe. Cela a donc eu un effet d'atténuation, permettant de mettre les tensions de côté. Je pense qu'il n'existe tout simplement pas d'autre imagination politique pour organiser l'Europe en dehors du pacificateur américain. Donc, lorsque le monde change aujourd'hui, les États-Unis indiquent qu'ils vont désormais accorder la priorité à d'autres régions du monde. Je pense qu'ils se livrent simplement à des illusions, à une sorte de mentalité de bunker, en espérant qu'en revenant un peu à une situation de guerre froide, l'Amérique verra l'intérêt de rester ici. C'est pour cela que des personnes comme Kallas disent « Oh, si vous ne pouvez pas vaincre les Russes, comment pourrions-nous vaincre les Chinois? Il faut vaincre. » Vous voyez, ils font vraiment tout leur possible pour lier les Américains à l'Europe. De plus, s'ils n'ont pas l'Amérique, ils vont devoir reconsidérer toutes leurs relations avec la Russie. Parce qu'une fois la guerre froide terminée, nous avons fait un choix. Nous avons dit, peu importe la maison européenne commune de Gorbatchev. Créons une Europe sans la Russie, où le plus grand pays d'Europe, en termes de population, de territoire, de puissance militaire et d'économie, serait le seul à ne pas avoir de place à la table. On ne peut maintenir ce modèle que si l'on dispose d'un hégémon collectif en Europe, c'est-à-dire des États-Unis puissants, prêts à jouer leur rôle pour marginaliser et affaiblir la Russie. Mais là encore, tout cela est en train de s'effondrer. Au lieu de s'attaquer au cœur du problème et de partir de la question de savoir comment renforcer nos propres intérêts, tout est simplement teinté et censuré par le langage des valeurs. Eh bien, c'est l'hégémonie libérale, donc c'est notre démocratie libérale contre l'autoritarisme russe. Nous devons les combattre, sinon nous serons submergés par le chaos. Ce sont vraiment des temps étranges en Europe. Les médias ont dépassé l'absurde. Et je pense que, comme vous le voyez maintenant, les problèmes économiques se traduisent par de l'instabilité politique, et à mesure que de nouvelles alternatives émergent, il va aussi y avoir beaucoup plus d'autoritarisme, car ils ne vont pas permettre à ces alternatives de voir le jour. Je pense que vous l'avez vu en France, avec ce qu'ils ont fait à Le Pen. En Allemagne, ils pourraient même interdire le principal parti d'opposition. Partout, c'est ce qui s'est passé en Roumanie. Il va être très difficile de neutraliser l'opposition politique une fois que l'establishment politique commence à s'effondrer. Donc ce ne sont pas de bons moments pour l'Europe. Et en même temps, bien sûr, les Allemands parlent tranquillement d'armes nucléaires, d'avoir la plus grande armée d'Europe. Et tout cela repose sur l'idée que, eh bien, ils ne sont plus comme avant. Ils ont changé. Je pense que ça va pas bien finir. Mais bon, avez-vous un dernier mot avant que nous concluions? Non, vous avez tout résumé. No, you've summed it up. It's chaos. And I don't know. C'est le chaos. Et je ne sais pas. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer. Tu as raison. Les intérêts établis exercent un tel contrôle sur les médias et sur les partis au pouvoir. Et ils ont la capacité de bloquer toute tentative démocratique de voter pour une alternative, comme cela s'est produit en Roumanie. Et alors que les Européens tentent d'isoler la Hongrie
et d'autres pays qui pourraient ne pas suivre, ce n'est plus de la démocratie. Cela n'a rien à voir avec le monde qui avait été promis en 1945. C'est le renversement de ce monde. Et si l'on prend Poutine au sérieux, c'est une résurgence du nazisme. Et la presse russe dit, eh bien, nous n'allons pas perdre 22 millions de personnes à nouveau. Nous allons mettre fin à cela très rapidement s'il y a une attaque contre nous. Comme les munitions russes sont passées à la production de masse, je ne pense pas que les Européens en soient conscients. Je crois qu'ils surestiment jusqu'où ils peuvent pousser la Russie avant que celle-ci ne décide de prendre des mesures décisives. Mais encore une fois, en Europe, reconnaître cela est considéré comme pro-russe. Donc, nous ne pouvons même pas entamer la conversation. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise. Je pense que la dimension économique de cette question va également prendre de plus en plus d'importance à mesure que l'UE fragilise ses propres économies et industries. Merci encore. Merci de m'avoir invité, Glenn.